Bonsoir à tous. Je vous propose de commencer avec quelques minutes de retard, mais ce qui a permis à quelques personnes en plus de se connecter. Donc oui, bonsoir, je suis très heureuse de vous accueillir au Nandicom France ce soir pour cette première séance d'un cycle que nous consacrerons aux questions de développement durable, compris dans une acception vaste, large, à la fois environnementale et sociétale. C'est un projet que nous avons imaginé le plus ouvert possible, autour d'un réel besoin que nous ressentions entre professionnels de musée, de communiquer, d'échanger, de s'inspirer mutuellement face à une nécessaire transformation de nos modes de fonctionnement. Le principe de ces sessions, il est simple, inviter 3 à 5 professionnels de musée à présenter leurs réflexions ou leurs expériences sur ces questions vagues, vastes, à chaque fois avec une thématique, définie. Je vous en redonnerai le programme global et de laisser de la place aux échanges, en fin de session. Donc je vous inviterai vraiment à la fois à poser des questions dans le chat si vous le souhaitez, mais aussi à prendre la parole à l'issue des présentations qui seront faites ce soir et dans les séances à venir, de manière vraiment à ce que cette rencontre soit la plus dynamique et la plus spontanée et la plus vive possible. C'est dans cet esprit qu'on a construit ce programme. Ce programme, donc, il est bâti autour de 6 sessions qui vont échelonner notre année à partir d'aujourd'hui et jusqu'au mois de novembre, avec un programme que vous retrouverez sur notre site, mais que je peux vous rappeler rapidement. Donc, cette première session consacrée au patrimoine bâti à l'architecture durable. Une seconde session qui aura lieu dans un petit peu moins d'un mois, le 7 juin, sur la médiation du développement durable. Une troisième début juillet, le 5, sur les enjeux sociétaux du développement durable. Puis 3 autres sessions dans la deuxième partie de l'année. On se laisse une pause au mois d'août et nous reprendrons le 27 septembre, après la rentrée, autour des questions de formation et de recherche. Le 18 octobre, on fera de la place à la question du numérique et du développement durable. Et on terminera le 22 novembre par la question des plans d'urgence et de la reconstruction. Toutes les interventions qui seront présentées ce soir et à l'issue de ces 6 séances seront publiées, comme nous en avons l'habitude. Vous voyez derrière moi quelques-unes des publications d'ICOM France. Donc, vous pourrez retrouver sous format papier ces interventions. Vous les retrouverez aussi pour ceux qui ne peuvent pas se connecter en direct sur la chaîne YouTube d'ICOM France. Tout sera enregistré. Et ces interventions sont traduites grâce aux traducteurs qui sont présents parmi nous ce soir et que je remercie. J'inaugure du coup la nécessaire et réelle session des remerciements. D'abord pour remercier les partenaires, puisqu'Ecom France n'a évidemment pas monté ce cycle tout seul. Et je suis très heureuse de pouvoir remercier ce soir les partenaires de ce projet. Que je cite, alors des comités nationaux de l'ICOM, ICOM Espagne, ICOM Canada, ICOM Liban, des alliances régionales également, ICOM Arabe, ICOM LAC, et des comités internationaux, ICTOP, ICOM-CC, NATIST, donc un groupement auquel se joint l'Université du Québec, qui est représentée ici par Aude Borseda, qui est parmi nous ce soir. Je voudrais aussi remercier les modératrices de cette soirée, Anne Bourgès d'ICOMOS, que nous avons là aussi souhaité vraiment pouvoir associer à notre réflexion sur cette thématique, où évidemment ICOMOS a une expertise assez unique en la matière, et Hélène Vassal, qui a largement participé avec Sandrine Beaujard-Vallée, que je remercie également, à la conception de ce cycle. Je remercie également Anne-Claude Maurice et Alexia Maquinet qui sont derrière leurs écrans que vous voyez. On voit Alexia, Anne-Claude, je ne suis pas sûre, qui ont là aussi largement contribué, vous le savez, à toute cette activité autour de ce cycle. Je ne prends pas plus de temps et je laisse tout de suite la parole à Anne et à Hélène et à nos intervenants que je remercie également très vivement de leur participation et de leur implication dans ce projet, et je vous souhaite une bonne soirée. Merci infiniment, Émilie. Quelques mots avant de laisser la parole à notre collègue Anne Bourgès, qui va introduire plus largement ce cycle de 4 interventions. Ensuite, nous animerons avec Anne la seconde partie de la soirée, comme tu le présentais, Émilie. Et on attend de vous des réactions et des questions, bien entendu. Alors, comme tu le rappelais, nous avons choisi d'inaugurer ce cycle par l'architecture
durable et le patrimoine bâti. Et au fond, quoi de plus naturel d'évoquer d'emblée le bâti, cette enveloppe naturelle de nos précieuses collections, à la fois protectrice et contraignante. L'exigence environnementale nous oblige désormais à penser autrement notre rapport à la conservation dans des contextes parfois sources de contradictions. Nous poserons ce soir, je l'espère, les bases de cette discussion et tenterons d'en dégager des sources d'inspiration au travers d'exemples et de projets qui, par leur approche systémique, permettent de proposer des outils et des stratégies les plus adaptées possibles. L'art de l'architecture reste, par définition, celui du compromis et de l'adaptation. Et je citerai ici, pour commencer ce cycle, le mot de Nicolas Delon, encore heureux, embrasser la complexité. Merci à tous de votre présence. Je vois que nous sommes déjà 78 et c'est parfait. Et je donne la parole à Anne. Merci Anne. Merci Hélène et bonsoir à tous. Donc c'est un réel plaisir aujourd'hui d'être aux côtés de l'ICOM France et d'animer cette séance, cette soirée avec Hélène Vassal. Donc je représente aujourd'hui ICOMOS France et en particulier le groupe Climat et Patrimoine que j'anime au sein d'ICOMOS et qui a été créé en juin 2021, qui s'inscrit dans la continuité des élans institutionnels déjà à l'œuvre, en particulier avec la création du Comité scientifique international sur le changement climatique à l'ICOMOS, donc le Climate Change and Heritage Working Group, donc qui développe en ce moment même justement des unités de monitoring sur des sites du patrimoine mondial pour évaluer l'impact du changement climatique sur certains sites du patrimoine mondial, donc Petra qui commence en évaluation aujourd'hui. Car le changement climatique a déjà des répercussions, bien sûr, sur les communautés, le patrimoine à l'échelle mondiale, et qui est une tendance qui s'aggrave rapidement. Le principal défi est donc de faire évoluer le patrimoine pour qu'il s'adapte au changement climatique et y participe positivement, tout en maintenant sa valeur patrimoniale. En effet, pour beaucoup de nos patrimoines naturels et culturels, muséaux aussi, il ne s'agit plus de faire face à des risques au changement climatique, mais déjà de s'y adapter et de mettre au point des stratégies de gestion permettant leur évolution et une durabilité de leur valeur patrimoniale. La notion de risque n'est plus d'actualité. L'action et l'aménagement le sont pour sauver les valeurs patrimoniales existantes. Le dialogue entre science et patrimoine apparaît comme indispensable et s'engage progressivement. Le colloque international sous l'égide de la présidence française à l'Union européenne, qui a été organisé par la Fondation des sciences du patrimoine en mars 2022, un patrimoine pour l'avenir, une science pour le patrimoine, a souligné encore cette nécessité de dialogue entre sciences du numérique également en particulier, et le monitoring de sites culturels et naturels. Les actions à mener et les réponses qui doivent être apportées ne peuvent être élaborées qu'à partir de l'identification des vulnérabilités et le développement de nouveaux outils, notamment numériques et méthodologiques. Il est essentiel donc aujourd'hui de s'adapter, de mettre en place des systèmes de mesure, c'est ce que nous allons aussi voir ce soir, systématiques à l'échelle plus restreinte des biens culturels identifiés comme sensibles, avec des risques divers comme les hausses des températures, l'intensification des cycles de gel-dégel, l'intensification des cycles d'humidité-séchage qui concernent aussi l'aridité de nos sols, les glissements de terrain, la stabilité de nos monuments, la contamination en sels solubles, la contamination en polluants, en contaminants biologiques également qui touchent aussi nos collections muséales. Il s'agit donc aujourd'hui de comprendre comment restaurer et l'impact de cette restauration. Et pour cela, il est indispensable de mesurer. Mesurer le bâtiment, c'est une enveloppe. Cette enveloppe, comme l'a dit Hélène, il faut donc la comprendre, comment elle fonctionne, afin de l'utiliser comme tampon entre les climats extérieurs et intérieurs. C'est une étape essentielle afin d'intégrer les demandes techniques et technologiques que nous impose aujourd'hui la réglementation environnementale. Ainsi, la réalité des usages du patrimoine bâti, que nous verrons également ce soir, semble être la notion émergente des réflexions menées au sein des divers groupes. Les outils de diagnostic sont donc à mettre en place, de même qu'une méthodologie intégrant ces diagnostics en amont de la rénovation, les usages, les consommations et une réflexion sur le confort adaptatif qui peut accompagner la rénovation et la conservation des collections. Il s'agit alors d'élaborer un véritable plan de gestion, c'est ce que nous allons voir également ce soir, qui pourra, des sites et des collections, qui pourra intégrer des solutions de protection,
d'atténuation des effets, mais aussi des solutions évolutives permettant une balance entre préservation et gestion des collections. Il y a donc autant à faire dans l'identification des effets que dans l'identification des potentialités innovantes qu'offre le patrimoine. Préserver est un acte vert, on le redit souvent et je le redis ce soir. Conserver est un acte vert en soi, mais comment le faire au mieux, de façon durable et en minimisant et ciblant de manière réfléchie notre intervention, tout en gardant des valeurs patrimoniales essentielles. Il faut donc mesurer notre impact pour mieux évaluer les conséquences, l'optimiser et le valoriser. En franchissant ces étapes vers l'adaptation et la résilience, nous serons ce que nous avons pu sauver et transmettre. Et c'est donc à travers différents exemples, c'est les exemples et les projets qui seront les plus parlants ce soir, que nous allons illustrer ces propos, en commençant tout d'abord et dès maintenant par l'intervention d'Annelise Corséard, qui est Scientific Collaborator à l'IRPA, qui est l'Institut scientifique fédéral en Belgique, The Royal Institute for Cultural Heritage, et qui inventorie, étudie et préserve le patrimoine culturel et artistique en Belgique. Annelise travaille à l'IRPA depuis plusieurs années et au département de conservation préventive, plus spécifiquement. Elle est spécialisée dans le verre, le métal et les céramiques et travaille dans l'intégration des mesures à court et moyen terme pour la conservation des collections. Donc, elle va nous parler plus spécifiquement du projet Climate to Preserve et de l'outil développé par l'IRPA dans ce cadre-là, en s'appuyant sur une forte interdisciplinarité des métiers. Donc, je laisse la parole à Annelise. Bonjour à tous. Hello, everybody. Thank you. I will first thank Anne, Emilie, and Hélène for the invitation. Thank you so much, and Harriet for the translation. What I wanted to talk to you about is KICIRPA, so the Institute for Cultural Heritage in Belgium, has a project, a 4-year project, which is called Climate to Preserve. This project is run by the Sustainability Unit, which I am part of, and we focus mainly on emergency response and reduction of energy consumption. So we try to integrate sustainable practices kind of broadly in policy, but we also do research projects, and Climate to Preserve is a research project. This slide is kind of the presentation of the protocol itself. The goal of the C2P project is really to create a protocol, but also a toolbox, and to reinforce this with actual numbers. So through case studies and templates. For this project, we partner with the University of Liège, which is specialized in climate systems, and the University of Leuven, which is specialized in building physics. And we find it important for all of our projects that all of these type of partners are involved. So system experts, building experts, and collection experts, which is us. Myself, I'm specialized in collection environments. So I'm going to focus this short talk on the protocol itself, but also on collection environments a bit more broadly. So if we look at the protocol over here, we can see that it starts with the creation of a team, which needs to be interdisciplinary, both from our side and from the side of the Cultural Heritage Institution that wants to participate. We start with a large documentation phase, which is what Hélène said, which is what Anne said. It's very important to just collect all of this data. It's the largest and the longest phase of the project. So we first look at which collection info, which information already exists, and then we're going to see which information needs to be collected additionally. This seems like a very simple step, but it's the most complicated one. And then once all the information is collected, we kind of go through the analysis and then through testing and implementation phase. For the analysis, for building system energy use collection and management, we are creating a tool which is run by it's the KU Leuven that is creating this tool, which is will be an online tool that you can use in order to perform the analysis for you. We also hope to have a bit lighter version of that, so that you don't always
require that there's not always a requirement to use the tool, but that's another thing. So maybe we can go to the next slide. Can we go to the next slide, please? Thank you. So there's many ways to implement strategies for collections to have energy savings. You can work on your building envelope. You can work on your system. From a less technological point of view, you can try to change climate zones within your building. You can create microclimates, so work with display cases, for example, to add a layer of protection for your objects, but you can also change your set points. And there's been a lot of talk around changing guidelines and changing set points. And I just want to give you some facts and figures on historical guidelines and current guidelines. So they're nicely here together in one table. Just a small connotation is that this is for a type of building and a type of climate. So they're all explained here, what your outdoor climate needs to be, what the requirements for climate control are, and what your buildings are. But basically, under these conditions, you can have any of those climates. I just want to say that it compares the ICOMCC, IICC guidelines, the BISO ones and the ASHRAE ones, both A1 and B. And the blue ones are like the general guidelines that are recommended for cultural heritage institutions these days. But I also put the B climate because it's for historical buildings, and it is still needed. A1 is still a very strict climate criterion. But so that there's some facts and figures about the current guidelines. And maybe we can go to the next slide, because then I translated this to some of the figures. Yes, thank you. So when we apply these guidelines to a type of building, so a guideline is something that you calculate, and when we apply it to a type of collection or a type of building, so you start from your annual average, we get these type of figures. I'm not going to go too much into detail, but if you've ever seen a climate chart or a psychrometric chart, this is actually what you'll see. As long as your climate, your data is within the red or the blue zone, you're actually within a type of climate zone. I want to also specify that guidelines are guidelines. They're there to help you find an institutional climate, or to figure out for yourself which climates you can achieve and what the related risks are. They're not something that you have to achieve as an institution, but they can help you figure out what the threats are for your collection if you're in a certain climate zone. But so this is how it should look on a psychrometric chart and a time plot. And if we can go to the next slide. Part of this project is also to kind of help people to raise awareness about what an institutional climate can be, what climate you can have to protect your collection within our region and beyond. And that's why this is a bit of homework, that's why we are raising awareness by writing a climate declaration. So we have 3 versions in French, Dutch, and English, which is a draft, the English version, but you can consult it, and it will give you it will explain you some strategies and give you some context on how you can obtain a climate that is still that is acceptable for your collections. It will highlight some risks, and it will tell you which are some energy saving strategies as well. And while this is a more general declaration that we give to museums, and we ask them to sign it so that they read it, and that it's a text that reaches management and helps them interpret a safe climate for collections as well. We have another document that is more practical, which is my last slide. Which is a document about the energy crisis. So this is a document that we really compiled during the energy crisis, together with help from a lot of institutions.
that really gives you per type of climate system that you have or climate control strategy. It gives you some, it explains some ways to save energy, and it also highlights some risks that are connected to a change in an adaptation in that type of strategy. For example, here we have heat less during the winter, which we call hibernation, which is only one of the strategies. We have several more. So I hope this kind of broadly explains the type of work that we do, mostly from the collection sides as well. I think that there's more people here that are more at home in the buildings. So I thought I should focus on collections. I'll be open for any questions after. I think in my bio you will get my email. And that's it for me, I think. Thank you. Merci beaucoup, Annelies. Thank you so much. Alors, je ne sais pas si je dois parler en français ou en anglais. Mais c'est bon en français, mais c'est juste parce que tous les slides sont en anglais. Et je dois me concentrer dans les deux langues en même temps. Je suis complètement d'en avoir qu'une en fil conducteur, c'est plus facile. Alors, merci pour cette présentation très intéressante et qui montre l'interdisciplinarité, certes, mais aussi la mise à disposition d'outils, justement, en ligne. Donc, bon, évidemment, j'aurais des questions sur ça aussi, de la faisabilité de mettre un outil comme ça en ligne et donc comment il se partage et à quel niveau il est interactif, justement, et comment il peut être utilisé par tous. Donc, bon, peut-être que je garderai mes questions, en tout cas pour la suite. Mais cette idée d'outils, c'est ce qui nous intéressait particulièrement aussi aujourd'hui, d'outils méthodologiques pour générer des climats aussi et évaluer aussi les climats potentiels dans les différentes salles du musée. On peut se poser la question aussi de comment on gère les collections dans ces cas-là. Est-ce qu'on priorise certaines collections, certains objets en fonction de certains climats, justement? Donc, c'est aussi une question qui peut se poser. Alors, ça fait le lien, un très beau lien avec la présentation suivante de Danilo Forleo. Danilo est chercheur et responsable de la conservation préventive des collections au Château de Versailles. Il est diplômé en conservation préventive du patrimoine de l'Université de Paris-Sorbonne. Et il a mis en place il dirige depuis 2015 le programme de recherche EPICO, European Protocol in Preservation and Preventive Conservation. Pardon. Donc, c'est le projet qui va nous présenter aujourd'hui en montrant cette méthodologie qui a été mise en œuvre dans le programme EPICO et mettant en correspondance les consignes justement de conservation climatique avec l'état de conservation, les observations réelles faites in situ dans les collections du Château de Versailles. Donc, je laisse la parole à Danilo. Merci Anne et encore merci à tous les organisateurs pour cette belle occasion d'échange. Je vais rentrer tout de suite en matière. Donc en effet, je vais présenter les programmes de recherche EPICO et sa méthode d'évaluation qui est un outil d'aide à la prise de décision en matière de conservation préventive des demeures historiques, mais aussi une question que je vais vous poser au sujet du traitement climatique des collections. Je vais évoquer ce thème. Et plus précisément de la méthode d'identification des consignes de température et humidité relative pour les collections. Ce qui peut avoir une conséquence, on le sait, importante sur le dimensionnement des centrales de traitement d'air, la consommation d'énergie et les émissions de CO2. Autrement dit, c'est la question que je vais vous poser, peut-on imaginer de visiter un château chauffé entre 16 et 17 degrés, par exemple? Cela permettrait d'éviter, dans de nombreux cas, par exemple, l'utilisation d'humidificateurs tout en réalisant des économies d'eau et d'électricité. Et en guise d'introduction, je tiens quand même à confirmer que les effets du changement climatique décrits en littérature, dont on en parle à toute instance, trouvent en effet un écho dans nos observations de terrain à Versailles. Et nous relevons en effet, notamment depuis 2020, des altérations sur les collections qui sont en effet reconductibles à l'augmentation d'événements climatiques extrêmes. Si vous le souhaitez, je pourrais vous donner plus tard dans la question quelques exemples. Depuis 2015, nous nous y intéressons de manière un peu plus systémique, notamment grâce au programme de recherche EPICO, piloté par le Château de Versailles, en collaboration avec d'autres demeures historiques et via le réseau des résidences royales européennes,
ce qui nous a permis de travailler avec 5 pays européens et qui nous a permis également de collecter et de recueillir des données qui nous donnent une image statistiquement représentative et intéressante de la situation et de son évolution. Mais partons du sujet qui me tient le plus à cœur, en effet, au sujet du traitement d'air des espaces muséographiques. Donc, il est admis, parce que la science nous dit qu'un réchauffement de l'atmosphère est en cours, que cela est dû à l'émission de gaz à effet de serre dû par l'activité humaine, et on sait que le patrimoine monumental joue un rôle important sur le climat local. Et donc, on vient à la question, donc en particulier le chauffage en hiver et la climatisation en été entraînent des émissions de gaz à effet de serre importantes également. Et voici la question, comment conserver nos collections quand on sait qu'elles nécessitent des conditions climatiques adéquates à leur fragilité? Juste pour faire un exemple, on sait que dégrader, par exemple, soudainement le climat d'une salle exposant une gouache sur vélin peut entraîner des économies d'énergie, mais cela mènera forcément à sa dégradation. À l'inverse, climatiser le volume complet des salles d'un château-musée ou d'un monument historique comme une église, sans une réelle nécessité venant de l'état des collections, cela, en effet, peut entraîner une consommation d'énergie non nécessaire et contribuera également à l'émission de CO2. Donc, si on veut trouver des solutions, on doit dépasser cette approche dichotomique qui voit conservation d'un côté et questions climatiques et développement durable de l'autre. Et on sait également que sur ces thèmes, les professionnels des musées, ces débats depuis des décennies, sont parfois, je me permets de le dire, fondement scientifique. Et on peut passer, s'il vous plaît, à la diapositive suivante, qui propose un autre schéma où, en effet, changement climatique, conservation du patrimoine, sobriété énergétique et développement durable, en effet, sont interdépendantes et reposent en effet sur un point d'équilibre qui existe à mon sens et qui repose sur la connaissance des objets, sur la connaissance de l'état des collections. L'état des collections qui doit être connu, trouvé, en tout cas l'équilibre entre tous ces éléments doit être trouvé par une évaluation, par une approche systémique, ce que nous avons essayé de faire avec le programme de recherche EPICAN. Et on peut passer aussi à la diapositive suivante, parce que je vais poursuivre avec un exemple emblématique que j'aime bien présenter, celui de la chambre de la reine du château de Versailles. Ce salon fait partie d'un ensemble d'espaces pour lesquels les travaux avaient été prévus en 2014 afin de mettre en sécurité les réseaux techniques et réaliser un nouveau traitement d'air. Mais avant les travaux, le département de la conservation avait réalisé 1 millier de constats d'état sur l'ensemble du périmètre en question, y compris les collections de la Chambre de la Reine, qui conservent un objet parmi les plus précieux, potentiellement le plus fragile du château. Il s'agit du cerf-bijou que vous voyez dans la diapositive au fond à gauche du lit. Et l'état des collections du premier étage, la partie la plus prestigieuse de ce périmètre des travaux, l'état des collections de cet espace était tout à fait satisfaisant, ne demandant pas un traitement climatique. En dépit, paradoxalement, et vous voyez dans l'image à côté, d'un climat qu'on pourrait définir des critiques, en tout cas non conformes aux standards muséaux. Donc, des fluctuations journalières importantes, jusqu'à 25% à 24 heures, une exposition plein sud avec des grands baies vitrées faisant monter la température à 30 degrés, jusqu'à 30 degrés, voire plus, une fréquentation allant jusqu'à 18 000 visiteurs par jour. Bref, le diagnostic de conservation, ce qu'on appelle le condition survey en jargon technique des collections, amenait à minimiser les travaux de climatisation que le diagnostic des études thermoroliques amenait à l'implantation d'équipements importants et avec des aberrations aussi, c'est-à-dire à la fragilisation du bâtiment pour faire passer ces gaines de circulation de l'air, à des grilles d'essoufflage, à l'emplacement historique des objets, etc. Cela pour traduire des préconisations de conservation et un besoin donc, de régulation qui allait avec pour le climat des salles trop strictes. Et c'est face à cette anomalie que le directeur du musée avait décidé de faire un point sur l'état des connaissances en matière de conservation préventive des demeures historiques, recherche que ensuite j'allais transformer dans le programme EPICO. Pour l'exemple en question, les résultats des études successives et l'application de la méthode nous a permis d'élargir les fourchettes de tolérance
sans porter atteinte à la conservation des collections, bien sûr, et de minimiser l'invasivité des machines dans l'architecture, réduire d'environ un tiers la consommation d'énergie et des CO2. Mais comment on y arriver? Donc, je vais poursuivre avec la diapositive suivante sur le programme EPICO. Donc, j'ai déjà évoqué la naissance, le pourquoi, la nécessité du projet. Elle s'effondre sur 5 critères principaux. Donc, il fallait qu'elle soit adaptée au cas spécifique des démarres historiques pour une raison particulière. Les collections qui sont exposées dans ces espaces sont davantage liées aux espaces, en effet, dans lesquels elles sont présentées, pour lesquels elles ont été conçues. Et donc, le lien entre cause et effet, entre conditions de conservation et état des collections est plus facile à établir. Et cette approche systémique, mettant en relation l'ensemble des éléments fondés sur une relation cause-effet, justement, était très important pour nous. C'est l'un des critères les plus importants, je dirais. Et il fallait aussi que cette méthode soit évidemment réplicable et transférable à d'autres demeures historiques. Dans la diapositive suivante, on voit un exemple de graphique résultant de cette approche systémique croisée, état des collections, conditions d'évaluation de l'état des collections et évaluation des risques, est fondée sur des constats d'état, sur un état de santé, sur les symptômes en effet de nos patients, des collections, de nos décors. Et le nouveau programme, celui qui est en cours, le programme EPICO 2022-2025, devra permettre d'identifier des stratégies communes entre les partenaires du programme pour faire face aux défis imposés par l'actualité, par le changement climatique et la crise énergétique. Réaliser de nouvelles évaluations avec la méthode EPICO, pondérer l'impact du climat parmi les autres causes d'altération et son évolution depuis 2015, consolider les données issues des différents outils numériques d'EPICO, parce que tout ça, ça se base sur des bases de données pour l'instant dispersées, les intégrer dans une plateforme numérique qui doit être partagée, donc un outil partagé, selon les orientations du ministère de la Culture et du projet national ESPADAN. Donc, ces thèmes seront débattus lors de 4 journées entre 2023 et 2025 au château de Chantilly, Versailles et au Palais Princier de Monaco, pour trouver des solutions et proposer déjà les bases d'une charte. Donc, j'ai entendu parler de la déclaration du climat. On propose une charte un peu plus spécifique pour les demeures historiques pour essayer de mitiger les effets du changement climatique sur la conservation des collections des châteaux-musées et en même temps baisser la consommation d'énergie et les émissions de CO2. Je vais terminer avec la diapositive suivante. Une attention particulière sera dédiée au cours de ce programme sur les pratiques traditionnelles d'entretien des demeures historiques dans les objectifs de les intégrer avec les nouvelles technologies de conservation. On sait que cette méthode traditionnelle, qui sont recommandées d'ailleurs dans les différentes études au niveau national et international, la redécouverte en effet de cette méthode traditionnelle est encouragée et on a déjà expérimenté en quelques cas à Versailles comment ces deux variantes de variables de l'équation peuvent bien coexister. Pour inciter quelques exemples, ça on le sait justement, le système passif comme l'isolation des fenêtres, mais aussi l'utilisation des étoffes lithographiques auxquelles on peut intégrer des tissus techniques, ou encore, c'est un point sur lequel j'aimerais bien insister, la baisse des cibles de température de soufflage. Et je vous repose la question, est-ce que notre modèle économique actuel, soit à Versailles ou en France en général, et selon les habitudes que nous avons en tant que professionnels, mais aussi visiteurs de musées, peut-on imaginer de visiter un château-musée chauffé entre 16 et 17 degrés? Cela permettrait en effet, dans de nombreux cas, d'éviter l'utilisation d'humidificateurs tout en réalisant des économies d'eau et d'électricité. Bon, je vous remercie déjà d'avance pour votre retour, votre point de vue. Et merci encore de m'avoir donné la parole, cette belle occasion. Merci. Merci beaucoup, Danilo. On a quelques questions qu'on voudrait t'adresser à chaud, je pense, Anne, si tu veux les relayer. Oui, bien sûr. Alors, il y a deux questions. Alors, c'est la première qui, d'ailleurs, peut s'adresser à Danilo, mais aussi à la première présentation. Des musées moins avancés pourraient-ils bénéficier d'une méthodologie commune? C'est-à-dire, ce que vous mettez au point aujourd'hui peut-être diffuser aussi et servir à de plus petites institutions? Oui, l'idée, c'est qu'on a conçu la méthode EPICO pour qu'elle soit transférable.
Et pour l'instant, elle est volontairement conçue sur des fichiers Excel qui sont facilement diffusables, mais peu ergonomiques. Le but, en profitant du soutien du ministère de la Culture et des orientations du projet Espadon, l'idée, c'est de mettre en ligne une plateforme, un système libre d'accès pour que tout le monde puisse justement en bénéficier sans qu'il y ait des transferts des fichiers, sans que justement ce soit trop compliqué. Ça rejoint ce qu'on cherche tous à faire en open science aussi, voilà, d'ouvrir aussi les recherches à tous pour que ça soit accessible et que ça serve à un public beaucoup plus large. Pour Annelise, je ne sais pas si la question peut aussi être posée du coup. Oui, bien sûr. Donc, pour nous, oui, je ne pense pas qu'il y a des musées moins avancés. La seule chose pour nous, c'est que si tu n'as pas du tout un système climatique du tout, tu ne contrôles pas ton climat du tout, donc tu consommes presque pas d'énergie sur ce poste-là, bah voilà, c'est pas très applicable. Mais pour le reste, c'est vraiment pour tous les musées. C'est pas important si tu as que chauffage, que c'est une grosse truc pour le mazout, c'est là pour tout le monde. Oui, mais vous avez mis au point une méthodologie. C'est vrai que cette méthodologie, ça peut être intéressant qu'elle soit accessible à tous, même des musées qui ne sont pas spécialement climatisés. Mais oui, voilà. Mais la méthodologie, ça va vers une consommation de moins d'énergie. D'accord. Donc, bah, si tu veux pas, c'est un peu, si tu veux pas travailler l'enveloppe, si tu n'as pas de système climatique, il y a quand même, on a une sorte de self-assessment que tu peux faire qui va déjà t'expliquer s'il y a une grosse quantité d'énergie qui peut être économisée. Merci Estelle. Économisée, oui, il y a peu d'énergie qui peut être économisée. C'est juste un peu kostenbaten. Si ça fait la peine, voilà. Mais alors, du coup, travailler l'enveloppe, c'est de travailler l'enveloppe par la climatisation, mais là, ce que montrait Danielo aussi, c'est aussi de la travailler peut-être autrement et de travailler, c'est la deuxième question aussi, quand Danielo, vous parlez de méthode traditionnelle, justement, alors la question, il y a une question sur qu'entendez-vous par méthode traditionnelle? Donc, pour justement contrôler les variations, en tout cas, c'est pas contrôler, c'est minimiser les variations, en tout cas, hydriques et thermiques dans un bâtiment. Tu veux que je réponde? Oui. Oui. Pardon. Dans le dernier slide, en effet, j'ai mis quelques exemples. Je pense que le plus parlant, le plus simple à expliquer brièvement, c'est celui de la lumière, même s'il y en a plusieurs. Hein. Il y a des bouquins et il y a des bouquins anciens. Hein. Je dirais qu'on peut retrouver, redécouvrir. C'est un travail aussi d'archiviste. Mais par exemple, dans l'appartement de la Reine au 2e étage, à Versailles, nous avons essayé de combiner, quand je dis moderne technologie, ce sont des films anti-UV, anti-infrarouge et qui filtrent une partie de la lumière visible très performants, qui peuvent bloquer jusqu'à 40% de l'énergie solaire entrant, tout en gardant un niveau esthétique tout à fait satisfaisant. Elles sont indétectables. Et nous avons combiné ce nouveau système avec des tissus de reconstitution qui habilleraient normalement les pièces lors de la visite, qui sont des voilages, des rideaux, des sous-rideaux. Dans les rideaux, nous avons mis doublé contre doublé avec des textiles techniques très occultants. Donc, on peut avoir le noir complet avec ces textiles et nous pouvons moduler les différentes couches de rideaux et sous-rideaux en plus des filtres pour atteindre les 50 lux qu'on souhaite pour les objets en textile, en soie peinte qui seront exposés à l'intérieur. Et donc, pour montrer en effet que la lumière naturelle, par exemple, est non seulement un élément, un message, un effet d'appréciation esthétique, historique important pour l'ambiance spatiale, pour l'esprit des lieux, mais aussi peut être maîtrisé avec des méthodes traditionnelles qui permettraient en effet de faire l'impasse, la plupart du temps, évidemment, le soir, pour aller à la lumière artificielle, mais d'utiliser la lumière artificielle, donc en faisant des économies, tout en maîtrisant les sources d'altération. Donc, nous sommes en train d'expérimenter ça, mais il y a plein d'autres exemples. On pourrait en discuter, mais... C'est vraiment innovant et très exemplaire, hein, parce que ça rejoint ce que je disais un petit peu en introduction, aussi de conserver la valeur patrimoniale. Donc, en conservant les menuiseries ici, donc, qui sont
sont pas modifiés en soi. Donc, et en alliant la valeur patrimoniale des menuiseries ici avec une innovation technologique en plus qui va minimiser et optimiser justement la conservation des collections en intérieur. Parce que je présume que la lumière aussi va avoir un impact sur la température. Donc, si vous minimisez aussi l'augmentation des luxes, vous avez aussi une minoration, on va y arriver, Tout à de fait. la température aussi à l'intérieur du bâtiment. Donc, c'est aussi intéressant en termes de climat général dans le bâtiment. Donc, ça mérite mesure, hein, de nouveau, pour mesurer les impacts aussi de certification plus traditionnelle, mais qui allie tradition et innovation. C'est vraiment, je pense, ce vers quoi il faut aller aujourd'hui. Très bien, merci. Je crois qu'il y a, alors, il y a le quid des agents à 16 degrés, mais bon, c'est une question qui se pose, c'est sûr. À 16 degrés, C'est une question très délicate, en effet, qui pose sûrement débat. Je n'ai pas de réponse, j'ai des exemples. Éventuellement, en Angleterre, on sait qu'ils ont pris ce parti pris dans les demeures du National Trust. Évidemment, ce ne sont pas de demeures si grandes, si fréquentées qu'à Versailles, mais ils ont décidé en effet de chauffer un peu moins, d'avoir des bons équipements pour les agents. J'espère que personne n'en voudra. Je ne sais pas si je ne dis pas que c'est la solution, mais j'aimerais bien que le débat soit posé pour qu'on se pose la question. Voilà. Alors, je ne sais pas si tu peux arrêter sur les questions et garder pour la fin. Oui, peut-être qu'on peut poursuivre parce que je pense qu'on a une transition parfaite avec l'intervention de Ning Liu et ce questionnement sur les méthodes traditionnelles, puisque c'est un sujet auquel Ning Liu s'intéresse depuis longtemps. Elle est membre du programme présidentiel initié par Jacques Chirac, 150 architectes chinois en France. Elle est diplômée de l'INSA de Strasbourg, docteur en sciences de l'École polytechnique fédérale de Lausanne, et elle a cofondé en 2011 l'agence Building for Climate à Paris, dont la pratique consiste à articuler aspects environnementaux et culturels dans l'expression d'une nouvelle urbanité plus soutenable. Je la cite. Elle a dirigé plusieurs projets en Chine, au Maroc, au Burkina Faso, en Afrique du Sud, et elle copilote des ateliers d'urbanisme internationaux sur la résilience à Mayotte. Elle est également membre du groupe de travail que tu évoquais, Anne, sur patrimoine et changement climatique d'ICOMOS. Et elle va nous faire part de son retour d'expérience sur la réhabilitation, notamment des centres anciens. Merci d'être avec nous, Ning Liu. Merci Hélène pour cette introduction. Puisque j'ai la parole juste après Danilo et j'ai pensé pour aussi la réunion d'ICOM, c'est aussi l'occasion de voyager. Donc, j'ai pris cet exemple et cette magnifique photo qui a été prise par nos partenaires de recherche à Pékin. Donc, c'est une photo d'intérieur de la cité interdite qui fait peut-être écho aussi à notre grand musée, château-musée Versailles. Alors, le sujet que je voudrais évoquer aujourd'hui, c'est aussi un regard d'architecte. Donc, par rapport à mes collègues qui ont montré beaucoup de chartes et de calculs physiques, j'ai choisi quelques photos et quelques illustrations où on va vous raconter l'histoire de la préservation de la cité interdite. Nous, en tant qu'architectes, nous avons appris les bases et le processus de ces enquêtes, en fait, du travail très détaillé hein, de physiciens du bâtiment. Ce que j'ai appris pendant maintenant plus d'une dizaine d'années, c'est que cette collaboration entre architectes qui manient l'espace et physiciens du bâtiment et les conservateurs du musée, cette collaboration est essentielle pour la préservation de nos centres anciens et de nos musées-palais. Donc, pourquoi nous avons choisi l'exemple d'un musée comme le Palais Impérial pour vous raconter cette histoire? C'est que, en fait, souvent, le patrimoine, ce n'est pas seulement la collection qui est contenue. Quand les visiteurs et des millions de visiteurs viennent, c'est aussi pour visiter un cadre de vie. Quand on vient à Versailles, les visiteurs du monde entier essayent d'entrevoir dans quelles conditions vivaient les rois et les reines
de la France. Et de même que pour les visiteurs qui se rendent à la cité interdite, c'est aussi de regarder comment vivait, parce que cette cité là maintenant 600 ans, on est en 1400, de comment vivait donc la famille impériale. Et donc, c'est un exemple, peut-être le summum de vie de peuple chinois, mais qui a une concentration d'histoire, d'architecture et spatiale. C'est vraiment de cela qui est extrêmement important pour nous architectes quand on appréhende ce genre de sujet. Donc, slide suivante, s'il vous plaît. Donc, nous avons la cité interdite est extrêmement vaste. J'ai fait un petit extrait d'une partie de la cité interdite qui s'appelle le palais. Le palais Yangxing. Néanmoins, c'est un espace extrêmement important juste à l'ouest de l'axe central de la cité interdite. C'est là où les empereurs de la dynastie Qing vivaient avec les impératrices et les impératrices douairières. Donc, c'est d'une architecture traditionnelle avec beaucoup de boiseries et beaucoup de briques. Il y a l'espace central qui est l'espace de représentation, mais il y a aussi les espaces qui sont autour dans ce mini-palais, dans le palais, qui sont des espaces de vie. Vous voyez dans les photos que j'ai extraites depuis le site du Palace Museum, que vous voyez en fait, quand vous visitez ces espaces, c'est aussi la visite comme la chambre de la reine, les conditions dans lesquelles ils vivaient, tout en essayant de maintenir l'état de conservation de ces trésors où chacun a une valeur inestimable pour l'histoire et pour l'archéologie. Et donc, récemment, dans les équipes de recherche chinois, qui est multidisciplinaire, a découvert que, à cause du changement climatique et les effets de ce changement sur le monument, il y a plusieurs problèmes qui ont émergé. Par exemple, à Pékin, il y a de plus en plus de problèmes de pluie soudaine avec une grande quantité d'eau qui tombe en un laps de temps très court, ce qui pose aussi un problème d'évacuation des eaux dans les grands monuments comme celui-là. Par exemple, il y a des pics de chaleur qui arrivent en été comme des pics de gel en hiver, qui fait que, alors tout à l'heure, Danilo a évoqué l'histoire de 16 degrés. En fait, le relevé de température dans ce palais montre que, parce que c'est une architecture en bois qui est semi-ouverte, il n'y a pas de porte en verre, et donc ça peut varier de 3 degrés à 27 degrés de l'hiver en été, avec aussi des problèmes de montée de salinité, des montées des eaux, et donc qui causent moisissure, concentration de condensation, etc. Et donc, voilà, donc pour maintenir ce palais dans son état et de permettre aux visiteurs de voir le cadre de vie. Donc, c'est un travail scientifique très fin. Ce que je vous montre, c'est la partie visible et pour les visiteurs. La partie invisible, par exemple, si vous regardez ces taxométries, en fait, par toute une recherche archéologique, on a découvert que la remontée d'humidité que vous voyez à droite de ce slide est due certes aussi à l'intensification des intempéries, mais aussi au manque d'entretien et de maintenance, et aussi au manque de connaissances historiques sur le sous-sol du palais. Donc, il y a tout un travail de recherche sur les méthodes traditionnelles d'évacuation des eaux, du drainage, mais aussi du chauffage, parce que dans cette région du nord de la Chine, on utilise le chauffage par le sol, historiquement, pour réchauffer en hiver. Donc, pour maintenir le palais ouvert avec un grand flux de visiteurs, il y a tout un travail d'archéologie, de mesure et de mesure de risque, et aussi de compensation qui a été faite pour montrer un palais presque dans son jus d'origine, mais avec une technologie contemporaine et des calculs de physiciens qui sont très précieux pour nous. Et donc, ce que moi j'ai appris dans ce processus de travail, parce que nous avons un projet dans le sud de la Chine avec la même équipe de recherche, cette fois-ci sous un climat très différent, parce que le sud de la Chine est subtropical, nous avons appris qu'en fait, suivant les climats différents, peut-être que les recettes de préservation et les priorités ne sont pas les mêmes, notamment par rapport au traitement de l'eau, notamment par rapport au traitement de la ventilation. Donc souvent,
il y a aussi une différence par rapport à l'architecture européenne où en fait on est dans une perméabilité assez réduite pour maintenir l'environnement intérieur. Dans cette architecture en bois de grande portée, souvent on est naturellement ventilé et la recherche démontre aussi que souvent par l'ajout de verre nouveau dans certains espaces, au contraire, ça peut créer de la moisissure parce que cet équilibre a été rompu par rapport à la logique de l'architecture d'origine. C'est là où je pense qu'il y a la plus grande leçon pour nous, concepteurs de l'espace, qui participent à la restauration et qui apprennent des physiciens du bâtiment, c'est de savoir que, eh ben, il faut utiliser un équilibre entre le moyen passif et le moyen actif. Donc, le résultat que vous voyez aujourd'hui avec des choses extrêmement bien préservées sont un résultat d'enquête, de mesures, mais aussi d'introduction de la ventilation assistée bien cachée pour monitorer le changement de l'humidité dans le palais, tout en laissant le palais ouvert. Slide suivant. Voilà, donc je vous montre ce plan pour comprendre, parce que vous connaissez très bien le plan général de Versailles, je ne vais pas le montrer, mais c'est que dans un palais ou une mini-partie du palais comme celui-ci, on est vraiment dans un condensé de l'architecture chinoise qui se structure autour du vide. Donc on vit autour de la cour centrale. Peut-être que chez l'empereur, c'est un peu complexe avec l'espace central de représentation, l'espace du cortège et l'espace dédié aux femmes, etc. Mais globalement, ça respecte l'axialité et la distribution spatiale de nos architectures traditionnelles. C'est là où l'architecte avec les scientifiques, leur travail et leur collaboration importante pour en fait sauvegarder et préserver cette authenticité. Donc, les options qu'on choisit sont très différentes. Ici, dans le nord, avec voilà, du gel très souvent en hiver, et dans le sud, actuellement, proche de la frontière de Vietnam, nous avons un autre projet de recherche. On montre que voilà, là-bas, en fait, il fait peut-être 15 degrés en hiver, mais il y a aussi le problème de remontée capillaire, mais le traitement reste différent parce que les microclimats qu'on crée avec cette architecture sont différents. Slide suivant. Alors, pour vous montrer aussi, c'est un exemple que j'ai pris quand j'étais en voyage d'études au Japon, c'est que ce sont aussi des endroits qui ont très, très grande affluence. Il y a une usure par rapport à la structure en bois, donc il y a aussi cette réflexion qui a été menée par l'équipe. Ici, c'est un exemple qu'on avait pris au temple Todaiji à Kyoto. Slide suivant. Qui reste largement ouverte. Il n'y a pas de climatisation. Donc, en fait, quelque part, par la préservation de l'espace et de l'authenticité et de l'usage de ces endroits qui étaient ouverts au climat extérieur, il y a des stratégies qui ont été adoptées par les conservateurs du musée pour à la fois pouvoir accueillir autant de monde et pouvoir à la fois sauvegarder cette structure qui est fragile. Et donc, comme au Palais impérial, nous avons discuté avec les archéologues et les conservateurs. Là, en fait, l'examen se fait 3 fois par semaine, il y a une maintenance mensuelle, il y a des réunions trimestrielles et tous les ans, il y a des endroits de restauration qui sont identifiés autour de l'année. Donc, en fait, l'entretien et la maintenance, c'est vraiment la clé de la préservation de ces espaces. Slide suivant. En fait, ce qui permet de faire, c'est-à-dire, il y a la partie conservation, et ce qui m'a beaucoup touchée quand j'ai voyagé en Chine autant que au Japon, c'est que, en fait, ces espaces muséaux, ce sont aussi des espaces culturels qui rappellent aux enfants et aux futures générations un certain héritage de façon de vivre. En fait, le fait de venir visiter ces palais, comme à Versailles, je pense aussi, c'est de permettre aux enfants et aux visiteurs d'expérimenter et ici, c'est une photo où la jeune fille, elle prenait de l'eau dans la fontaine jusqu'à côté du temple, c'est d'essayer de se projeter par cette façon traditionnelle de vivre avec la nature, avec l'intérieur et l'extérieur. Slide suivant. Alors, pour faire un écart, puisque depuis quelques années, on visite les zones tropicales où on découvre d'autres stratégies de conservation. Je vous montre un exemple à La Réunion,
que j'ai visité au mois de novembre dernier. Ça, c'est le musée historique de Villèle. Donc, c'est une maison historique avec sa varangue qui est ouverte sur un jardin à la française, bien sûr tropicale. Et pour permettre d'avoir les conditions idéales de la préservation de cette maison historique, vous voyez bien que tous les volets sont fermés. En fait, on est limité à moins de 20 personnes pour visiter l'intérieur de cette maison, ce qui fait qu'elle est sur préservation. Il y a très peu de gens qui puissent visiter l'intérieur, mais ça génère un autre parcours muséographique, le slide suivant. Donc, voilà, ça m'a beaucoup intéressé parce que ça, c'est devant le musée départemental de Villèle et finalement, plutôt sous ce climat tropical, en attendant un grand musée, parce qu'ils ont un programme de musée pour commémorer l'esclavagisme dans ce département, mais en attendant que le programme se construit, aujourd'hui, la visite, en fait, la synthèse de la visite, y compris l'introduction, se passe à l'extérieur. On est sous un climat tropical, on est sous l'arbre, on n'a utilisé aucune architecture, finalement aucune énergie pour, en plus pour accueillir ce monde. On est dans un jardin et on reste 20 minutes. Ensuite, on va visiter la maison, on fait la synthèse et on fait le tour des jardins. Et donc, je trouve que c'était un parcours muséal et culturel intéressant pour les visiteurs, tout en ayant à minima aussi préserver la maison historique. Peut-être que ce n'est pas idéal qu'elle soit toujours fermée et très peu ouverte aux visiteurs, mais dû à des conditions restrictives. Mais cette façon de visiter et cette façon d'appréhender le climat par les visiteurs qui viennent du monde entier, qui écoutent l'histoire de cette maison et de l'île, m'a semblé très intéressante comme architecte pour notre approche spatiale. Donc, slide suivant. Voilà, donc comme mon intervention est très très courte, j'ai choisi cette photo que j'ai prise à Shanghai. C'est au 7e étage sur une pagode en pierre qui abrite derrière un des plus vieux temples de Shanghai. Et devant vous, vous avez une ville qui se transforme et qui correspond au site sur un master plan que nous faisons à l'agence. Et le site du temple fait partie du site de l'étude urbaine globale qui s'étend sur 6 km². Donc, on s'aperçoit qu'en fait, l'existence de ces monuments en ville, le respect de leur échelle, le respect du cadre de vie qu'ils projettent, peut-être d'il y a 600 ans, qui a perduré aujourd'hui, a une grande valeur pour la ville. Et donc, peut-être, c'est aussi une habitude orientale, chinoise et japonaise, par cette transparence relative entre l'intérieur et l'extérieur, l'espace de la ville et l'espace du monument, ça peut inspirer de futures générations par à la fois cette évolution qui se passe à l'extérieur, mais aussi cette constance qui reste comme le cœur de notre valeur culturelle. Voilà, donc quand j'étais urbaniste sur ce site, j'ai pris cette photo et on a tout fait pour préserver l'échelle de ce temple et on a en fait programmé tout un parc urbain qui sépare les tours de ces temples qui ont en fait la pagode, elle fait 35 mètres de hauteur. Aujourd'hui, elle est encore très claire sur le skyline de la ville parce que le pourtour est dégagé et nous sommes très satisfaits parce que je trouve que là, il y a une réussite d'intégration, mais aussi pour faire perdurer nos traditions dans nos villes contemporaines. Je vous remercie pour votre écoute et puis si vous avez des questions. Merci, merci infiniment Ning Liu de cette intervention qui nous a amené très loin, mais en même temps qui nous rapproche infiniment et qui nous dit que les stratégies de conservation et de visite peuvent se concevoir en fonction de méthodes traditionnelles et que cela, et je pense que c'est important de le rappeler, passe par le cadre de visite que l'on crée et le confort du visiteur dans ce contexte-là. Il rappelle aussi, et ça fait le lien avec ce que Anne disait en introduction, ou Anne-Lys également, le travail en équipe pluridisciplinaire. Et on voit bien que c'est par l'écoute des équipes pluridisciplinaires qu'on arrive à développer des stratégies pertinentes. Et rappelons-nous ici le rôle fondamental de l'architecte dans ce programme et dans cette stratégie
globale et cette approche systémique extrêmement importante. Je pense qu'on se gardera quelques minutes de questions et je propose de passer la parole à Laurent Ricard qui va nous rapprocher d'un autre territoire, qui est le territoire des Hauts-de-France et du nord de la France. Et nous avons souhaité terminer cette séquence de présentation par celle du centre de conservation du Louvre à Liévin, qui a été construit par l'équipe Roger Stern Cardboard Partners et qui intègre la question environnementale aussi bien dans sa conception architecturale que dans son quotidien. Et nous aurons ensuite un moment d'échange si vous le voulez bien. Laurent, je vais te présenter en quelques mots avant de te donner la parole. Laurent Ricard est chef du service du bâtiment et de la sécurité au CCL à Liévin, au centre de conservation. Il est diplômé en génie climatique et électrique. Il a passé 5 ans dans un bureau d'études d'ingénierie des fluides spécialisé en équipement culturel, puis il a rejoint le musée du Louvre en qualité de chef de projet. En 2018, tu as rejoint les équipes pour la construction du centre et préparé son exploitation et sa maintenance. L'équipement est maintenant en fonction depuis 2019 et tu vas nous en présenter les grands enjeux. Je te remercie. Merci Hélène pour cette introduction. Ces échanges sont très intéressants et rejoignent alors dans un contexte différent puisque effectivement nous on n'est pas sur un patrimoine bâti et historique. Là on a un bâtiment qui est neuf, qui a été construit pour son usage dès le départ. Dans son programme et on voit sur la slide d'après, c'était une demande dès le départ auprès du programmiste et dans les éléments qui ont été transmis aux architectes, et effectivement avec un rôle important, comme tu l'as souligné Hélène, de dialogue entre les architectes, et c'est plutôt, j'enlève même le plutôt, c'est une réussite, de dialogue entre le maître d'ouvrage, les utilisateurs, les futurs exploitants, le programmiste et les architectes. Il y a eu effectivement une vraie réussite sur ce projet, effectivement, de dialogue avec les différents interlocuteurs du projet. Quelques objectifs rapidement sur la partie programme qui a été demandé, c'est d'avoir une enveloppe qui soit avec une étanchéité à l'air importante et pour pouvoir avoir une stabilité d'humidité la plus stable possible, d'avoir une inertie également importante, donc avec une isolation thermique qui a été mise en place. J'y reviendrai après sur la présentation. Des éléments sur la gestion des eaux pluviales, qui peut effectivement, on l'a vu tout à l'heure avec la présentation précédente, poser des difficultés avec l'environnement, le confort évidemment hygrothermique pour les œuvres et les personnes, des points importants sur le confort visuel, l'éclairage naturel et artificiel. Et puis, un point important, j'y reviendrai aussi également sur les outils de performance, donc la GTB, dans notre jargon de gestion technique du bâtiment ou centralisé, qui est un élément également important et à pas négliger sur le suivi et qui permet vraiment d'avoir, avec un outil performant comme on peut l'avoir ici, même s'il est encore perfectible sur quelques détails, mais vraiment à la marge, d'assurer un suivi au quotidien des installations techniques en termes d'alarme, en termes de suivi climatique, en termes de suivi de production d'eau chaude et d'eau glacée et de suivre la totalité du bâtiment à distance et de pouvoir le maintenir ensuite, évidemment, comme on l'a cité tout à l'heure, la maintenance est un point également important. Sur la slide suivante, on voit, et je trouve que ce schéma est très représentatif, en tout cas, de la traduction entre le document programmatique que vous avez sur votre gauche, réalisé par Frédéric Ladonne, et la partie de droite, qui est le plan aujourd'hui réalisé du projet, où il y a une parfaite traduction entre notre demande d'avoir
un rôle central des réserves, mais aussi avec tout ce qui gravite autour des réserves et d'avoir des espaces de circulation, d'accueil, de bureaux et de logistique. Et c'est vrai qu'il y a une traduction vraiment très, très importante qui a été mise en place avec une vraie réussite également sur, et encore une fois, je vais le préciser, je n'ai pas d'action, chez l'architecte RSHP, mais en tout cas, ils ont, vraiment, traduit, en tout cas, nos besoins avec une limitation aussi des espaces de circulation, une rationalisation des espaces et une lecture très simple des espaces. C'est-à-dire que, aujourd'hui, après 3 ans et demi de fonctionnement, on n'a perdu personne dans le bâtiment. C'est pas une multitude d'espaces où on doit, circuler. Alors, on a des portes évidemment pour les questions de climat, de sécurité, de sûreté, mais très rapidement et dans les différentes visites qu'on a pu faire, personne nous a dit: «Mais je comprends pas du tout, comment fonctionne le bâtiment». Ça, c'est vrai que c'est une vraie réussite. On voit ensuite sur la slide suivante, sur le concept architectural, il y a eu une intégration paysagère qui s'est faite, de manière très, très forte avec un bâtiment qui est semi-encastré dans le terrain et l'architecte a souhaité dès le départ utiliser, le terrain naturel, qui avait évidemment été remanié pendant toute la phase de chantier et de profiter, des terres, qui étaient sur le site pour pouvoir quelque part remettre des terres autour du bâtiment et de profiter de cette inertie avec, un élément important, du projet sur l'inertie, c'est d'avoir une toiture végétalisée sur 18 000 m² avec évidemment une isolation thermique et différentes couches d'étanchéité pour se prémunir des fuites. On a quand même 3 couches d'étanchéité sur le bâtiment, plus un système de détection de fuite. Et ce qui nous permet d'avoir toute cette inertie, permet vraiment de 1, je reviens un petit peu en arrière sur l'intégration paysagère importante sur le site et son environnement, et également d'avoir des performances énergétiques qui sont vraiment très importantes et on l'a vu dès le départ du bâtiment. À la mise en service, je cite souvent cet exemple où en juillet 2019, on a battu des records de chaleur sur la région Hauts-de-France avec 42 degrés à peu près entre midi et 13h. On avait 20 degrés dans les espaces de réserve avec des conditions spécifiques, c'est-à-dire que la climatisation n'était pas encore en service puisqu'on était encore en plein chantier. On avait encore 150 ouvriers sur le site et on avait toutes les portes qui étaient quasiment ouvertes. Et on a eu une augmentation de 2 à 3 degrés au bout d'une semaine parce qu'à un moment donné, l'inertie, elle a ses limites et sans traitement climatique. Donc, c'est là où on s'est aperçu qu'on avait un bâtiment qui était quand même très étanche malgré les portes qui étaient ouvertes et surtout une inertie qui était importante. Sur la diapo suivante, on voit quelques exemples de cette intégration paysagère avec les images que vous avez à gauche et à droite, des espaces qui sont vraiment très, très, très verts. On a 4 hectares de terrain sur lesquels les architectes, en plus des 18 000 m² de toiture, ont intégré effectivement différents éléments paysagers et notamment d'arbres tout autour du site, qui s'inscrivent dans un arc vert qui était voulu déjà depuis la création du Louvre-Lens en 2012, puisque vous le voyez sur l'image de droite, vous avez on est dans la continuité du parc du Louvre-Lens, et en bas à gauche, en fait, vous avez la fin du parc du Louvre-Lens, et on a quelque part cette toiture en pente douce de 3,5%, qui n'est pas accessible au public pour des questions de sûreté et qui s'intègre parfaitement dans le paysage général. Sur la slide suivante, sur la diapo suivante, je vais rentrer sans rentrer trop dans le détail, des consommations électriques et d'eau. Donc ça a été un enjeu dès le départ. Les données programmatiques donnaient des valeurs. On s'en est approché dès le départ sur le bâtiment, sur tous usages confondus, parce qu'il y a aussi il y a le traitement climatique, mais il y a aussi nos usages pour les postes de travail, l'éclairage, des cycles d'anoxie et les différents éléments qui permettent de fonctionner le bâtiment. On voit sur le premier graphique
une consommation de 932 000 kWh, tous usages confondus en 2020, qui est pour moi évidemment, et vous l'imaginez bien, une année qui n'est pas une année de référence, puisque avec le Covid, on a eu une activité restreinte et on a tout de suite, puisqu'on était encore en plus en phase de démarrage du bâtiment, puisqu'on a ouvert en octobre 2019, une consommation qui était moindre, on a arrêté un certain nombre d'installations. L'année de référence, c'est plutôt l'année 2021, où là, on avait une phase de déménagement importante, des ateliers qui étaient quasiment tous occupés, où on a atteint 1,3 million de kilowattheures de consommation d'énergie. On a réussi en 2022 par différents leviers, j'y reviendrai après, à baisser cette consommation de 13,5%, qui est pour nous une réussite. Et c'est l'objectif maintenant qu'on essaye encore de réduire. Mais à un moment donné, on va arriver à un taquet de consommation par différents moyens. J'y reviendrai après. Parce qu'on s'est aperçu en détaillant les différentes consommations, vous voyez sur le graphique de droite, le camembert, j'aime pas trop ce terme, où on a décomposé nos usages, où on a 75% de notre consommation qui est liée à la production d'eau chaude et d'eau glacée, qui permet d'humidifier, déshumidifier, qui permet aussi de chauffer les espaces ou de les rafraîchir, la ventilation, l'humidification. 9% pour les usages de prise de courant pour les différents postes et différents serveurs, 15% pour l'éclairage et 1% de divers équipements. Vous voyez ensuite en bas à gauche, et c'est assez représentatif également, on a à peu près 50% de la consommation qui est liée aux réserves. Ça représente à peu près la moitié de la surface du bâtiment. C'est quelque chose d'assez logique sur le bâtiment. Je passe rapidement sur la partie consommation d'eau, où on essaye également, on est à peu près à 600 mètres cubes de consommation d'eau qui se répartit en 3 parties. J'irais 38% pour la partie humidificateur, 34% pour la partie sanitaire, les usages divers évidemment de nettoyage des espaces, et puis pour à peu près 21% pour également du nettoyage, et les locaux techniques ont besoin également un peu de consommation. Là encore, on essaye sur ces 600 mètres cubes de réduire les consommations. On a réussi à baisser de 8,8% la consommation entre 2021 et 2022, malgré la période de sécheresse. Et évidemment, on n'arrose pas les pelouses ni les espaces en toiture. On laisse faire la nature. On a un traitement en toiture qui est plutôt sur un traitement paysager de prairie. Donc, on laisse complètement la nature faire et on vient faire un fauchage une fois par an des espaces. On n'a pas de gazon anglais tondu toutes les semaines pour que ça soit effectivement peut-être esthétiquement joli, mais pour la biodiversité également, on laisse la nature faire. On est en train également de voir pour mettre des ruches sur notre site. Ça, c'est un de mes enjeux aussi pour 2023, si j'y arrive. Sur la diapositive suivante, je le disais en introduction, sur le confort d'éclairement, donc on a évidemment une grande façade vitrée que vous voyez sur la partie droite de l'image qui est en haut, sur un atelier, mais également des éclairages qui étaient demandés dès le programme, des éclairages génitaux qui permettent d'apporter de la lumière naturelle et plus de confort pour les utilisateurs dans les espaces de circulation, et notamment en bas à gauche, c'est notre aire de livraison, et ça permet vraiment de ne pas allumer quand ce n'est pas nécessaire. Sachant que dans les zones de circulation principale, on a un éclairage qui se fait également, donc qui est évidemment en LED et qui se fait en fonction de la luminosité extérieure. On vient faire une gradation de la luminosité intérieure en fonction de cet éclairage extérieur. Parce que je vois que le temps file, effectivement, je peux être un peu bavard sur le sujet. Les actions sur la diapositive suivante, les actions quotidiennes, donc je vous laisserai les détailler, mais 2 éléments importants sur lesquels il
il y a les utilisateurs sur lesquels on les sensibilise régulièrement pour ne pas laisser les portes ouvertes, pour éteindre l'éclairage quand on sort d'une salle de réunion ou d'un bureau. Donc ça, c'est important. On a réussi, et ça, c'est un point important qu'on a réussi à faire récemment avec l'exemple qui se fait déjà au Palais, d'un arrêt de l'apport d'air neuf la nuit et le week-end pour travailler uniquement en recyclage. Et là, on a des vraies économies d'énergie qui ont été réalisées depuis quelques semaines. Donc on est encore, même si le bâtiment a été bien conçu, sur des pistes d'amélioration qu'on arrive à faire sur les installations. Et également, dernier point, j'insiste sur cette diapo, c'est le suivi avec les mainteneurs des consommations, notre suivi au quotidien pour évidemment éviter les dérives de consommation. Sur les 2 dernières diapositives, pour respecter le timing, c'est le suivi climatique qu'on réalise. Alors évidemment, on a de belles installations qu'il faut évidemment suivre avec notre gestion technique du bâtiment, un deuxième système en contrôle qui permet de vérifier que le suivi climatique est réalisé avec un point qu'on réalise maintenant tous les 2 ans, c'est l'étalonnage de sonde qui va donner l'ordre aux installations techniques de climatiser, de rafraîchir, de déshumidifier. Donc maintenant, on fait, et je trouve que c'est pas aujourd'hui assez appuyé dans les différentes installations techniques d'autres institutions, d'avoir un étalonnage de sonde qui soit régulier. Et ça, c'est vraiment important. Deuxième point important pour terminer sur cette diapo, c'est tout le travail qui a été fait de simulation numérique qui a été fait sur la ventilation. On est sur des traitements d'air en recyclage à des taux de brassage qui sont vraiment très très faibles, à 0,3 volumeur. D'habitude, dans un musée, on est plutôt entre 3 et 5 volumeurs. Alors, on le fait aussi parce qu'évidemment, on n'a pas de public dans l'espace, donc il n'y a pas besoin d'un renouvellement d'air important, mais c'est aussi important d'avoir un taux très très bas qui permet aussi d'avoir une uniformité de l'air dans les espaces. Dernier point, pour que je ne déborde pas, c'est la gestion des déchets sur laquelle on essaie évidemment de réduire nos quantités de déchets par des recyclages de caisses. Chaque caisse était individuelle, donc on essaye de recycler ce bois en interne en réutilisant pour d'autres caisses ou le donner à d'autres institutions. Donc ça, c'est aussi important. Et également, petite anecdote, mais qui est loin d'être négligeable, pour les fumeurs, on a un recyclage des mégots de cigarettes qui est valorisé et qui nous a permis en 2022 de ne pas polluer quasiment 6500 mètres cubes d'eau par des mégots qui auraient été jetés dans la nature et qui pourraient polluer les différentes nappes phréatiques sur notre site. Et pour terminer, effectivement, on infiltre l'ensemble de nos eaux pluviales sur le site, qui permet aussi, cette nappe phréatique nous alimente pour alimenter et produire de l'eau chaude et de l'eau glacée par des pompes à chaleur qui sont sur nos sites. Donc, cette eau recyclée des eaux pluviales est réutilisée pour produire de l'eau chaude et d'eau glacée. N'hésitez pas à me poser des questions. J'ai essayé de faire assez court, mais de temps en temps, je peux être un peu bavard et je m'en excuse par avance. Merci Laurent. L'idée étant de garder quelques minutes de questions, bien sûr. Il nous reste à peu près 10 minutes ensemble pour rebondir sur ce qui a pu être présenté et nous vous en remercions encore. Peut-être repartir de la question, mais qui est aussi une remarque de notre collègue de l'Université du Québec, Aude Porceda, dans le chat, qui écrit « Est-ce que la remise en question des normes de conservation suite à la considération des enjeux climatiques se présente comme un vrai bouleversement de pratique ou est-ce juste un ajustement nécessaire en cours ?» Annelise, Danilo, sur cette question de la remise en cause profonde de nos pratiques, vous y avez sans doute répondu en partie, mais peut-être que vous pouvez compléter vos propos. Allez-y.
Merci. Je pense que c'est un vrai enjeu qui doit et peut être révolutionnaire, dans le sens que changer les normes et changer les consignes peut, j'espère l'avoir bien expliqué, avoir un impact très important sur le dimensionnement des machines, sur la consommation d'énergie, également sur le suivi à faire sur les collections. C'est-à-dire que, évidemment, plus de paramètres à contrôler égale à plus de risques aussi. Évidemment, tout ça doit être mis en balance avec le réchauffement climatique. C'est-à-dire que, par exemple, on pourrait se dire que, en imaginant une augmentation de la chaleur générale, on pourrait, avec des ajustements particuliers, par exemple pour les visiteurs et nous, les professionnels, les agents, essayer de baisser la température en hiver et au contraire, dans les pièces les plus sensibles, mais soit basées sur une connaissance approfondie réelle de l'état des collections, s'octroyer par exemple le refroidissement en été dans les pièces qui le nécessitent, ou bien se contenter de la ventilation dans certains espaces. Et c'est primordial parce que les travaux que nous allons faire maintenant auront une conséquence pour les 50, 100 années à venir. Donc la question qu'on se pose actuellement est tout à fait essentielle, je pense. Merci Danilo. Anis, je te donne la parole parce que je crois que tu dois nous quitter à 7 heures pile. Non, je suis devant la porte là. Ah. Non, on voit que de temps en temps, c'est très compliqué. De temps en temps, avec la déclaration du climat qu'on a fait passer par énormément de musées, il y en a beaucoup qui ont signé. C'était très chouette parce qu'on a aussi reçu pas mal de commentaires et les commentaires vont dans toutes les directions. Tu vois, des bâtiments historiques qui disent bah, c'est quand même sévère, mais on ne donne pas beaucoup de chiffres dans ce document. C'est plutôt une manière de penser les guidelines plutôt que voilà, ça sont les chiffres. Et les autres qui disent, qui sont plutôt dans les musées traditionnels avec beaucoup de prêts, qui disent bah, c'est quand même pas strict. Mais on voit que ça améliore. On sent qu'il y a un changement d'esprit, mais on n'est pas tout à fait là parce que c'est pas toujours pour les bonnes raisons que les gens veulent adapter les set points, mais de temps en temps c'est pour des très bonnes raisons. Donc ça dépend un peu du personnel et on voit aussi que on a toujours besoin de l'éducation dedans. Quels sont les vrais risques? Regarde tes collections, regarde le bâtiment, parce que si le bâtiment, ça peut être endommagé par un gros système qui est installé dedans, qui n'est pas fait pour ce type de bâtiment. Donc, on essaye d'être conscient, on essaye de dire les avantages, les désavantages et laisser les gens décider finalement. Mais on est souvent les intermédiaires, on voit entre les bureaux d'ingénieurs qui n'ont pas beaucoup d'expérience de temps en temps avec les bâtiments historiques, les architectes qui de temps en temps, ils ont une très bonne expérience avec les bâtiments historiques, de temps en temps pas, ça dépend, et les gens qui font la maintenance pour la système. Et c'est aussi avec ces deux documents-là, c'est aussi des documents qui sont assez compréhensibles pour tous les parties, je pense, et j'espère, et qui aident un peu la conversation entre tout le monde aussi. Voilà. Merci. Si je peux rajouter quelque chose, c'est justement c'est ce que vous avez en commun à travers toutes vos présentations, hein, c'est justement de ne pas partir sur des consignes systématiques, mais de les adapter en fonction de la conservation des œuvres, de l'état de conservation des œuvres. Donc c'est ce que fait et met en œuvre aussi EPICO dans le programme EPICO, c'est de regarder, de suivre cette altération des œuvres et de se régler en fonction de cet état de conservation. Donc, de ne pas partir forcément sur des choses systématiques et de connaître justement aussi bien l'état de conservation que aussi que l'enveloppe et l'architecture. Et c'est ce que montrait aussi Ning Liu, de connaître aussi les méthodes traditionnelles et qui passe aussi parfois par de l'archéologie. Hein, c'est ce que tu montrais aussi pour mieux connaître nos techniques qui sont aussi... qui mettent en valeur des techniques passives et qui utilisent qui utilisaient déjà pas traditionnellement la climatisation. Donc, c'est aussi mieux connaître nos bâtiments et mieux connaître nos états de conservation à l'origine pour faire
de l'évolutif, en tout cas, et de l'adaptatif. Ce travail passe aussi par la dissémination, c'est-à-dire, comme vous le faites, et j'aimerais que chacun vous puissiez le rappeler ici, aussi bien Alice, Danilo, Ninglu ou Laurent, le travail que vous pouvez faire dans des colloques, dans des publications. Je vous invite à nous transmettre les liens avec les différents projets que vous avez cités, et peut-être que Danilo, tu peux dire un mot du projet Espadon. Tu l'as un petit peu évoqué, mais très rapidement, parce il est aussi tout à fait intéressant. Donc peut-être chacun ou chacune citer une ou deux initiatives par rapport à vos sujets dans l'actualité de cet été ou de la rentrée ou de début 24 qui vous paraissent pertinentes par rapport aux différents sujets qu'on a évoqués. Tout à fait. Vas-y. Tout à fait. Je ne sais pas si je suis le plus à même de parler d'Espadon, disant que dans le sens que on se veut justement Espadon compatible. C'est un grand projet national du ministère de la Recherche et de l'Innovation avec le ministère de la Culture, qui devrait nous permettre, en effet, de faire en sorte que toutes nos bases de données, en ce qui nous concerne les bases de données de conservation des collections, mais également de décors, de l'architecture, puissent être interopérables. Moi, je vais profiter de ce très grand projet, ce magnifique projet, je dirais, finalement, pour trouver une solution à cette multitude de bases de données que nous avons entre PICO, le relevé des altérations, les relevés d'entretien, d'empoussièrement, le relevé sur les décors, sur l'architecture, les relevés sur la lumière, qui puissent être finalement interopérables et être aussi profiter de nouvelles technologies. Pourquoi pas ce qu'on imagine pouvoir faire avec Epico dans le cas d'Espadon, utiliser aussi l'intelligence artificielle pour essayer de croiser au mieux toutes ces données et faire en sorte d'avoir des lectures transversales plus rapides. Et de mieux détecter, de mieux faire de diagnostic, tant sur le plan local, pré-local, de l'altération sur un objet, et ensuite plus grand au niveau du château, national, voire international. Je ne sais pas si je l'ai bien expliqué, c'est un projet ambitieux, complexe, passionnant, qui nous donnera, je pense, beaucoup de possibilités si on en profite, si on cavalque lors de la vague, comme on dit en italien. Voilà. Je crois que pour compléter ton propos, Pascal Liévaux a demandé la parole. Si Pascal est avec nous, c'est avec plaisir. Bonsoir, oui, Pascal. Merci beaucoup. Merci Hélène. Merci Danilo d'évoquer ce projet très important dans lequel le ministère de la Culture effectivement est particulièrement impliqué pour créer l'objet patrimonial augmenté, comme pour reprendre l'expression qui est utilisée par les chercheurs dans ce projet. Et aussi pour le replacer dans un contexte européen qui est celui d'un gros appel à projet qui a été lancé par la Commission européenne pour la construction d'un cloud européen du patrimoine culturel. Et c'est un projet extrêmement ambitieux. Donc là, en ce moment, il y a un consortium qui est en train de se monter, enfin qui est monté, qui est en train de travailler à une réponse à cet appel, qui est un consortium avec un nœud franco-italien. Et j'espère vivement que ce consortium remportera cet appel parce que le projet a l'ambition justement de favoriser, de permettre un bon partage des données produites par les établissements patrimoniaux et par les chercheurs, de les conserver à long terme, de pouvoir les croiser, de pouvoir les travailler. Et ce qui me paraît aussi très important, c'est de garder la souveraineté sur ces données qui intéressent beaucoup les GAFAM. C'est un des objectifs de ce cloud. Et aussi de permettre à des établissements de petite et moyenne importance qui n'ont pas les moyens, comme des grands établissements comme Versailles ou le Louvre ou d'autres, d'avoir une politique ambitieuse de gestion de leurs données, d'avoir accès à des outils partagés qui leur permettront d'avoir une gestion intelligente, de long terme, durable de ces données patrimoniales et de pouvoir les partager à un niveau non seulement national, mais aussi européen. Et puis, puisque j'ai la parole, j'en profite pour la garder et pour évoquer, mais c'est tout à fait en lien avec le sujet d'aujourd'hui, et j'en profite aussi pour remercier les intervenants. C'était vraiment passionnant, cette diversité d'exemples.
On développe entre le ministère de la Culture français et le ministère de la Culture italien un partenariat, Danilo le sait bien, sur la recherche, la formation et l'action en matière de patrimoine culturel. Et dans ce cadre-là, il y a une série de séminaires qui sont mis en place. Anne Borges a participé à l'un d'eux, qui mettent en dialogue des chercheurs et des professionnels italiens et français. Et la thématique de ce séminaire, pour la première vague de séminaires, c'est justement patrimoine et transition écologique. Et la prochaine date, on peut y participer à distance, c'est le 20, que je ne dise pas de bêtises, 27 juin matin. Et si je peux avoir vos coordonnées par la liste de diffusion. On va passer l'info dans dans Ecom France. On va faire passer l'info sur notre. Je n'ai pas de lien pour le moment hein, pour les inscriptions, mais je pourrais, Hélène, vous la faire passer Ok, très bien. Parfait. C'est tout à fait passionnant parce que ça permet vraiment de croiser les regards sur ce sujet important du pays et de pouvoir imaginer des projets communs. Merci Pascal. Peut-être quelques mots, Ninglu, vous voulez prendre la parole et après on devra terminer cette session. Ninglu, tu voulais intervenir? Oui, j'essaie d'être brève. Je trouve que cet échange est passionnant et puis j'inviterai évidemment plus de mes confrères architectes à venir et aussi je pense que la conservation et la restauration des musées palais et aussi de créer des espaces de conservation propres aux œuvres, ça nécessite des formations spécifiques aussi aux conservateurs de l'espace. Parce qu'il y a une manière de faire. Et par notre expérience de travailler dans les pays tropicaux, aussi en Chine et au Japon, on s'aperçoit que la technologie est essentielle pour maîtriser les espaces intérieurs et extérieurs. Et surtout, quand les espaces ne sont pas imperméabilisés, c'est encore plus difficile. C'est-à-dire par une ventilation active et mesurée, alors que les portes sont ouvertes, ça nécessite, c'est là où en fait on est à une bonne époque parce que par les méthodes de simulation, de surveillance et aussi d'enquête pendant l'occupation du musée, on peut y arriver. Donc, cet été, nous faisons une formation dans le sud de la Chine, dans le Guangxi, justement sur l'architecture de la Terre. Une formation qui est ouverte aux étudiants à partir de la 4e année, master et doctorants, passionnés par le patrimoine. Donc, nous avons réussi à avoir un budget qui est donné par l'Université Sud-Est de Chine pour ça. Je me bats pour avoir plus de budget pour organiser ce genre de workshop en ligne et sur site pour le futur. Et donc, je passerai l'info à Anne Bourgès s'il y a des jeunes auditeurs qui nous écoutent ou des musées, ça peut, je pense, créer un réseau important et intéressant. Ce que nous faisons par rapport à ce que vient de dire Laurent, c'est que, en fait, nous allons essayer de faire venir les experts qui travaillent pour la cybernétique vers des endroits plus ruraux qui ont besoin de la restauration du patrimoine et qui n'ont pas cette équipe d'expertise. Donc, ils vont venir pour voir quelles sont les solutions adaptées, en considérant bien sûr, comme ce que j'ai dit, la différence climatique. Je vous remercie beaucoup pour l'écoute. On vous invite, Ninglu, au CCL quand vous voulez pour continuer à échanger sur ces sujets. Hélène. Merci et à bientôt. Anne, tu veux dire quelques mots de conclusion ou y a-t-il d'autres questions? Non, je ne vois pas. Je rebondis rapidement sur ce qu'a dit Liu, l'importance de la formation, en effet. Oui. On l'a aussi identifié dans les groupes de travail, mais aussi au sein de la DIRI, donc de la direction de la délégation de l'innovation et de la recherche au sein du ministère de la Culture, où on a aussi un groupe travaillant sur la formation dans lequel Icomos est également inclus, et on aimerait justement travailler aussi sur l'identification de ces techniques traditionnelles dont on a tous parlé aujourd'hui, qui sont relatives à des climats et que chaque pays, chaque région, même dans un pays, Milieu l'a montré pour la Chine, mais ça existe aussi en France. On a travaillé un petit peu dessus au sein d'Icomos.
de montrer qu'au sein des différentes régions, on a différents climats et qu'avec ces différents climats, on a différentes typologies d'architecture aussi qui répondent justement à la gestion de l'eau, notamment comme on l'a vu, et à la gestion de la chaleur également. C'est des choses qu'il faut identifier de manière interdisciplinaire, mais aussi qu'il faut faire remonter aussi pour la formation au niveau des architectes, pour qu'ils le prennent aussi en considération dans la conception architecturale et dans les nouvelles conceptions qui peuvent s'appliquer au musée et à la conservation des œuvres également. Donc, je pense que c'est un lien important. Autre point, je trouve tout à fait intéressant ce soir, c'est qu'on a abordé aussi l'apport des nouvelles technologies et l'apport de la recherche sur ces sujets. Et c'est extrêmement important. Ce sera l'un des thèmes de notre cycle, je crois, Émilie, à l'automne. Donc, on sera amené à revenir sur ces sujets. Et juste pour conclure, vous inviter à participer à la prochaine session qui sera, elle, consacrée à la question de la médiation du sujet, aussi bien au travers de l'exposition, mais aussi des outils qu'on met en œuvre auprès des publics pour les sensibiliser à ces questions dans tout type de musée, auprès de tout type de collection. Donc, ce sera le 7 juin, Émilie. Et on aura plaisir à vous retrouver et on vous remercie infiniment pour cette soirée et ces échanges captivants. À bientôt. Merci à tous. Merci. Prochaine session le 7 juin et session sur les questions de recherche et de formation le 27 septembre. Voilà. Merci à tous, merci à tous les intervenants, merci Anne, merci Hélène pour votre modération. Merci à tous ceux qui ont assisté à cette session. N'hésitez pas à relayer sur vos réseaux toutes les informations sur ce cycle pour pouvoir revisionner ceux qui l'auraient manqué cette soirée et voilà, inviter tous ceux que vous jugez utiles aux séances à venir. Donc, prochain rendez-vous le 7 juin. Au plaisir de vous revoir. Bonne soirée. Bonne soirée, à bientôt. Merci Bonne Anne. soirée, au revoir. Merci beaucoup. Merci à tous, au revoir. Merci.